Merci d'être avec nous en direct. Dans quelques instants, bien sûr, on va reprendre nos débats. Restez avec nous, vous allez voir les sujets, évidemment, nous concernent tous. Mais tout d'abord, puisqu'il est 13 h, c'est donc l'heure de vous retrouver, Nelly, pour un nouveau journal. Rebonjour, Nelly. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Tous les adultes français qui le souhaitent pourront être vaccinés d'ici la fin de l'été. Ça, c'est la promesse émise par Emmanuel Macron lors d'une intervention télévisée hier soir. Le chef de l'État qui, en outre, a rappelé que des sites français assuraient désormais la production de vaccins. Écoutez. Dès fin février, début mars, nous aurons des sites qui vont, en France, produire le vaccin. On en aura 4 qui vont produire ce vaccin et qui, à partir de fin février, début mars et sur les semaines et mois qui suivront, vont progressivement s'ouvrir et produire. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est mobiliser les laboratoires pharmaceutiques qui ont trouvé ce vaccin, ceux qui les produisent à grande échelle et ceux qui, sur notre sol français et en Europe, produisent aussi ou conditionnent ce produit pour le mettre dans ces fameuses doses. Donc là, on mobilise pour encore faire plus et essayer d'accélérer ces doses-là. Et au même moment, le secrétaire national du PCF appelle à une nouvelle journée de mobilisation à Paris, à Lyon également, devant les locaux de Pfizer pour réclamer justement des productions supplémentaires de vaccins. Écoutez. Il ne peut pas y avoir de lutte efficace contre une pandémie comme le Covid-19, qui est par ailleurs une pandémie mondiale, sans que les vaccins soient sous licence publique et deviennent un bien commun de l'humanité. C'est la condition pour produire massivement, pour éradiquer le plus rapidement possible cette pandémie. Le vaccin doit être un bien public. D'abord parce que nous sommes face à une pandémie mondiale. Plus de 2 millions de personnes sont mortes, plus de 77 000 dans notre pays. Il y a urgence. C'est une course contre la mort que nous menons. Il faut produire rapidement des vaccins. Voilà, Fabien Roussel qui s'exprimait en dernier. Le vaccin de Valneva et cette polémique déjà, puisque la biotech française livrera ses premières doses au Royaume-Uni, ce pays qui a aidé financièrement le laboratoire au tout début du processus de développement. Ce qui veut dire que la France et le reste de l'Europe devront attendre 2022. Regardez ce reportage qui a été tourné dans la banlieue de Nantes par Mickaël Chailloux et Jean-Michel Decaze. Niché dans une zone industrielle de la banlieue de Nantes, c'est le labo français le plus en vue de l'autre côté de la Manche. Une commande ferme de 100 millions de doses, première livraison des vaccins à l'automne. Tout a été très vite. L'accord entre Valneva et le gouvernement britannique a été signé en septembre 2020. L'essentiel, c'était de trouver ces financements très rapidement. Il se trouve que c'est le Royaume-Uni qui nous a financé donc la totalité, et donc il est logique et ils nous ont demandé donc un engagement de les livrer en premier pour les 60 premiers millions de doses. Et ayant dit cela, c'est aussi grâce à ces investissements qu'on va pouvoir livrer également à l'Europe. Comme un pied de nez, Boris Johnson, le Premier ministre anglais, a visité lui-même le site de production de Valneva en Écosse fin janvier. Comment a-t-on pu laisser filer à l'anglaise le seul vaccin français? Le patron de Valneva ne veut pas rentrer dans la polémique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Voilà, les Anglais sont allés plus vite, point. Et on a apporté une réponse complète, ce qui était absolument important et ce qu'on n'a pas forcément trouvé ailleurs. Le gouvernement britannique a déjà versé 96 millions d'euros à Valneva pour financer les essais cliniques toujours en cours et développer l'usine de production écossaise. Et puis sommes-nous à contre-courant de nos voisins alors que la propagation du virus et ses variants restent fortes et que la France a décidé de serrer la vis? Harold Iman, il y a certains pays européens qui, eux, ont choisi, au contraire, de desserrer les taux. Oui, ça ne vient pas spontanément. Et il y a un cas emblématique, c'est l'Italie, car il y a un an, c'était le pays européen le plus touché. Maintenant, l'incidence baisse fortement dans ce pays et on a décidé de réouvrir des restaurants et des bars jusqu'à 18 h seulement. Et la jauge est limitée quand on est à l'intérieur. Les musées ouvrent et sachez que depuis le 21 janvier, les musées de Florence sont déjà ouverts. Mais il n'y a pas de laxisme tout à fait dans le pays. Les voyageurs entrant sur le sol italien doivent détenir un test PCR négatif et la police est très sourcilleuse. Alors pourquoi ce changement? L'incidence de la Covid-19 est environ la moitié de celle de la France, mais les gouvernements avouent ouvertement que la motivation est économique. Les musées de Florence sont payants et ils survivront grâce à cette ouverture anticipée. Et puis il y a l'Espagne, à côté du Portugal où tout ferme. L'Espagne, eh bien, situation plus paradoxale.
paradoxal que l'Italie, puisque l'incidence de la pandémie augmente. L'argument de la région de Madrid et de la Catalogne, c'est qu'en fermant les bars et les restaurants, l'on n'aggraverait pas beaucoup plus la propagation. Ainsi, les restaurants servent, mais à l'extérieur seulement. Et les autorités avouent ne pas avoir les moyens d'indemniser les chômeurs et les entreprises à l'activité suspendue. Un rapide coup d'œil ailleurs. En Pologne, on rouvre les musées et les centres commerciaux et bientôt les gymnases. Autriche et Grèce, et voilà que les écoles sont en train de rouvrir. Alors, on peut dire que le confinement à durée indéterminée, ce n'est plus une option pour tous ces pays-là. Merci Harold pour toutes ces informations. Une image avant de se quitter. Le prototype de la fusée SpaceX s'est écrasé après un atterrissage raté lors d'un vol d'essai sur la côte du Texas, ce qui a entraîné, vous allez voir, une impressionnante boule de feu. Avant un possible voyage sur Mars, on le rappelle, cette fusée pourrait servir de vaisseau pour des voyages plus proches, notamment sur la Lune. Voilà, dans un instant, vous retrouvez Sonia pour la suite de Midi News. Avant cela, le sport. Neymar pourrait bien rester 4 ans de plus au PSG. Votre programme avec Avira. Confidentialité et sécurité protégeant votre PC. À télécharger gratuitement sur avira.com. Du côté parisien, c'est la bonne nouvelle du moment, la très probable prolongation de Neymar avec le club de la capitale. D'après un journaliste brésilien, le numéro 10 en contrat jusqu'en juin 2022 devrait prolonger l'aventure de 4 années supplémentaires. Une information à prendre au sérieux puisqu'il s'agit du même journaliste qui avait annoncé sa venue l'été 2017 en provenance de Barcelone. Pour rappel, avant d'affronter Nîmes ce soir avec le PSG, Neymar a inscrit 83 buts en 101 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Où, mieux qu'à Paris, peut-il avoir ce genre de contrat ? Voilà. Aujourd'hui, c'est très compliqué de se dire je vais gagner 3 millions d'euros net ou quasiment mensuel dans un club aussi ambitieux, aussi structuré et avec autant de stars autour de lui. C'est une très bonne nouvelle pour le PSG, c'est une très bonne nouvelle pour notre Ligue 1. Il ne faut pas oublier qu'on a la chance d'avoir Neymar quand même dans notre Ligue 1. C'est quand même un joueur exceptionnel quand il a toutes ses capacités physiques. C'était votre programme avec Avira. Confidentialité et sécurité protégeant votre PC. À télécharger gratuitement sur avira.com. Et on va reprendre la suite de notre débat. Merci d'être avec nous pour votre édition de la mi-journée Midi News. On est ravis d'accueillir notre chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être là. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. À vos côtés, Elisabeth, on accueille Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric. Bonjour. Directeur général adjoint de l'IFOP. Et Valérie Gomez-Bassac nous accompagne. Bienvenue. Bonjour. Bonjour à vous, député du Var et porte-parole du groupe de la majorité à l'Assemblée nationale. Alors avant de décliner nos différents thèmes, il y a un sujet, il y a une affaire terrible qui mêle violence et silence et on va aller devant les assises de la Marne. Peut-on essayer de comprendre, est-ce qu'on peut comprendre l'insoutenable? Le petit Tony massacré sans que personne ne se soucie de ce qui lui arrivait, de ce qui arrivait à ce petit être. On retrouve sur place Noémie Schulz, notre spécialiste police-justice et qui est à Reims. Noémie, ce qui est terrible, c'est que personne ne s'est vraiment intéressé finalement à ce qui est arrivé au petit Tony, un enfant massacré. Certains remarquent des bleus parfois, mais personne ne réagit. Oui, c'est ce qui ressort depuis maintenant 2 jours, que les témoins se succèdent à la barre. C'est qu'il y a peut-être pas des dizaines, mais au moins une demi-douzaine d'adultes qui ont eu un moment, qui ont vu, entendu des signes, des bleus sur le visage, les cris dans l'appartement pour les voisins, le changement du comportement de Tony, la grand-mère maternelle, qui dit effectivement il était apeuré, il n'était pas exactement comme d'habitude, la grand-mère paternelle, donc la mère du père de Tony, qui dit à un moment, il était craintif avec les hommes, il voulait plus s'approcher de son grand-père, il voulait dormir seulement avec moi. Il a parlé aussi, Tony, à certains, à une amie d'enfance de sa mère, à une de ses grand-mères. Il a dit tonton me frappe. Tonton, c'est comme ça qu'il appelait Loïc Vental, donc le compagnon de sa mère, un compagnon de très fraîche depuis très peu de temps, puisqu'il était en couple depuis 2 mois et demi. Mais chacun vient à la barre raconter que, vous savez, c'est un enfant, on peut pas être sûr. Est-ce qu'il disait vraiment la vérité? Et puis les enfants à 3 ans, c'est normal qu'ils aient des bleus. Et donc personne ne va appeler, que ce soit le numéro pour
le 119 pour dénoncer un enfant, enfin dire qu'un enfant est maltraité, la police au 17. Il y a bien cette amie d'enfance qui dit moi j'en ai parlé à une assistante sociale mais elle n'a pas réagi. Un voisin qui dit moi j'en ai parlé au bailleur social puisque c'était donc un immeuble de logements sociaux mais il ne s'est rien passé. Alors souvent on le sent, les avocats de la partie civile, les avocats notamment des associations de défense des droits de l'enfant s'étranglent un peu en disant mais enfin vous n'avez pas appelé la police. Alors l'une répond mais de toute façon la police ils ne font jamais rien. Et donc voilà, on a témoignage après témoignage, cette impression d'un immense gâchis, que ces adultes, ils avaient les clés, en tout cas, ils avaient des éléments leur permettant de voir que cet enfant n'allait pas bien, était en souffrance et qu'il ne s'est rien passé. Le père même de Tony, qu'on a longuement entendu ce matin, voit les bleus sur le visage de son fils. Son fils lui dit, c'est le copain de maman. Et ce père-là, il dit, je ne pouvais pas savoir s'il ne me mentait pas et il ne fait rien. C'est absolument terrible. Noémie, rien, évidemment, rien n'excuse de tel comportement, rien. Et je précise d'emblée que je ne fais aucun lien entre ce qui s'est passé et le milieu dont on va parler, mais il faut en parler, c'est à souligner parce que, et on le voit d'ailleurs à travers les différents témoignages, c'est un milieu social très rude. Presque tous les témoins quasiment qui se succèdent à la barre parlent de souffrance, d'agression déjà eux-mêmes dans leur enfance. Oui, c'est effectivement un milieu social, on va dire, très carencé. Les personnes qui viennent témoigner sont souvent jeunes, elles sont déscolarisées, n'ont pas de travail, touchent le RSA. Des jeunes femmes ont eu des enfants très tôt. Caroline L'Étoile, elle tombe enceinte quand elle a 15 ans. La question, elle se pose, en fait, la question de savoir si on garde l'enfant se pose à peine. C'est oui, on n'avorte pas, donc elle garde cet enfant. Plusieurs témoins eux-mêmes ont été victimes de violences intrafamiliales ou d'agressions sexuelles. Hier, la mère de Loïc Vental, donc le principal accusé, est venue dire que de 3 mois à ses 10 ans, il avait été élevé par ses grands-parents parce qu'elle faisait les 3-8, qu'elle ne pouvait pas s'occuper de lui, qu'adolescent, il a été frappé par son père. C'est effectivement aussi ce milieu social ce procès qui se penche là-dessus. C'est toujours difficile de faire un lien, bien sûr, c'est toujours très délicat. Là, c'est une ancienne compagne de Loïc Vental qui vient de témoigner, qui a parlé de sa violence. Elle est tombée enceinte de lui au printemps 2016. Il la quitte quand elle est enceinte de 3 mois. Elle a accouché après la mort de Tony. Voilà, tout ça, ce sont des éléments, bien sûr, qui vont être pris en compte pour comprendre, tout comme des éléments de la personnalité des deux accusés vont être pris en compte par les jurés pour décider ensuite des condamnations et des justes peines pour ce qui s'est passé pour Tony. Restez avec nous, Noémie, parce qu'il y a un élément, un dernier point sur lequel je voudrais vous faire réagir. Mais Elisabeth Lévy, vous insistez sur une... Je veux dire qu'il faut aussi... Oui. Parce que d'abord, vous avez dit, est-ce qu'on peut comprendre l'insoutenable ? Heureusement que oui. Enfin, sinon, la recherche n'existerait pas. J'ai dit expliquer, mais comprendre, oui, parce que c'est pour ça, qu'est-ce que font les historiens du nazisme ou du Cambodge ou sinon, essayer de comprendre l'insoutenable. Bien entendu, on doit essayer de comprendre. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce que fait un tribunal. Il essaye de comprendre. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'il faut séparer deux choses. Parce que, écoutez, je veux dire, l'écrasante majorité des pauvres ne tabassent pas ses enfants, donc il faut quand même le rappeler. En revanche, il y a quelque chose qui est vertigineux et qui est troublant en termes de responsabilité. Non, mais je précise, personne ne l'a dit, j'insistais sur le fait d'un milieu social. Voilà, mais ce qui est troublant et vertigineux, sur lequel je n'ai pas de réponse, évidemment, mais ce qui est toujours... si vous voulez, que très souvent, dans le cas d'enfants violentés, de gens qui violentent leurs enfants, ce sont eux-mêmes des enfants violentés. Je ne sais pas, je n'ai absolument aucune conclusion à en tirer. Je dis juste que c'est très troublant parce qu'on se demande à partir de quand la responsabilité joue. Si vous voulez, évidemment, c'est pas une excuse d'avoir été tabassé pour le faire. Mais on voit cette reproduction, y compris dans les cas de violences sexuelles. Donc ça, je dois juste dire que voilà, on touche à des abîmes terribles. Votre réaction sur ce point, et je voudrais dire, voilà pourquoi aussi, je voudrais qu'on précise que c'est essentiel de rendre son humanité à la victime. Et il y a eu des photos qui ont été projetées, vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure, sur Antenne, des moments vraiment très durs, mais qui ont montré aussi, je vais dire, ce petit enfant, comment il était. C'était très important aussi de passer par ce moment-là.
Oui, parce que un procès, c'est le procès des accusés. C'est évidemment pas le Tony, à la fois il est omniprésent et en même temps, on parle pas forcément beaucoup de lui. Alors, on a beaucoup parlé le premier jour de ce qu'il avait vécu et les jurés, on leur a montré des photos prises par les médecins légistes, des photos très dures qui n'ont d'ailleurs pas été montrées à l'ensemble de la salle d'audience, sans doute pour préserver aussi ce petit garçon qui a déjà vécu l'enfer. Mais aujourd'hui, pendant que son père témoignait à la barre, ont été projetés sur des écrans vidéo, effectivement, des photos prises par ce père, donc des selfies, on les voit tous les deux à côté, vous savez, la photo prise à bout de bras par le père, et on voit ce petit garçon blond, parfois avec une tétine dans la bouche, parfois en train de faire une grimace avec son père, et c'était important, bien sûr, de le voir, ce petit garçon. On sait maintenant à peu près ce qu'il a vécu dans les semaines, les mois qui ont précédé sa mort, parce que ces violences, elles ont été sur un temps très resserré. Encore une fois, Loïc Vental, il commence son histoire avec la mère de Tony à l'été 2016 et Tony va trouver la mort en novembre. Donc tout ça est sur un temps très resserré et c'était important effectivement de s'attarder aussi sur ce petit garçon. La grand-mère paternelle de Tony a fondu en larmes et c'est d'ailleurs elle qui a montré le plus d'émotion à la barre depuis le début du procès. Elle a été aussi interrogée aujourd'hui, cette grand-mère qui ne voyait pas Tony si souvent, puisque son fils l'avait un week-end sur 2, mais qui à un moment, elle aussi, elle a pressenti qu'il se passait quelque chose de pas normal et elle avait, dit-elle, commencé des démarches pour obtenir la garde. Ça n'a pas abouti, bien sûr, et on sait ce qui s'est passé. Tony est mort sous les coups de Loïc Vental. Noémie Schulz depuis Reims. Merci Noémie de suivre ce procès, de nous en raconter les détails. Malheureusement, ce cycle de violences mortifères, de silence également, Olivier d'Artigol. Je pensais ces procès, la nature de ces procès, ça braque une image crue, une lumière crue sur d'abord la réalité de notre société. Ce qu'il y a de terrible dans ce qu'on découvre, c'est tous ces rendez-vous manqués, tous ces adultes, quand bien même seraient-ils fragilisés par le milieu social, qui à un moment donné n'interviennent pas, n'agissent pas. Parce que c'est une série terrible. Et puis ça braque les lumières sur l'âme humaine. Voilà, ce sont toujours des procès qui montrent une part très sombre et très, très dure. Mais alors après, bien sûr, la pédagogie de ce procès, c'est aussi regarder tout ce qui devrait ne plus se reproduire sur les alertes des milieux sociaux, de l'éducation, il faut faire avec la responsabilité bien sûr de l'entourage le plus proche. Il faut faire attention tout de même à pas dire que, parce que quand vous dites c'est la réalité de notre société, j'ai quand même souvent l'impression qu'on confond la transgression et la norme, si vous voulez. Ce sont évidemment des transgressions très graves, terribles, mais ce sont tout de même des transgressions ultra minoritaires. Ça n'est pas la réalité de notre société. Je rajoute juste une dimension, c'est l'explosion des violences intrafamiliales pendant le temps des confinements. Les enquêtes qui tombent sont terribles. C'est l'un des éléments qui poussent cet exécutif à évidemment. Mais qui ne sont pas la norme. Bien sûr, mais vous avez raison, Elisabeth. Dans nos enquêtes, on a 20% des Français qui ont déjà eu affaire à la justice, mais pour la justice pénale, on est sur moins de 1%. Bien sûr, la cour d'assises est là pour prononcer un jugement, pour comprendre. Moi, j'ai toujours en tête la phrase de Jacques Monod, je cherche à comprendre l'intérêt des Français pour les faits divers. C'est pas un intérêt sordide, c'est comment comprendre l'innommable. On se souvient de l'affaire Alexia avec Jonathan Daval, etc., ou l'affaire Laetitia, mais l'opinion publique ne va pas comprendre, puisque ce que l'on nous raconte, les Français ont déjà l'impression de l'avoir vécu. Il y a eu, il y a à peine 2 ans, une affaire exactement similaire avec le petit Bastien mis dans une machine à laver par son beau-père. Il y a eu, il y a 1 an, une petite fille martyrisée par son beau-père. Il y a l'idée pour les Français, d'une part, que l'enfance, et il y en a tout un contexte en ce moment, que l'enfance n'est pas assez protégée. Et puis, il y a quand même... on pointe des défaillances de toute une série de corps intermédiaires et d'institutions qui auraient dû alerter la situation de cet enfant. Il y a ces défaillances-là et il y a la responsabilité individuelle. Bien parce sûr. que quand on... L'une n'empêche pas l'autre. C'est aussi un huis clos, là, familial, et c'est intrafamilial, où il y a quand même des questions qui sont posées, des réponses qui sont données par le petit enfant. Bon, mais c'est... Voilà. Je pense que sur cette affaire, on va suivre le procès, ce que nous en dira aussi Noémie, et voir évidemment ce qu'il va ressortir de là.
c'est important, évidemment, d'insister sur cela. C'est une affaire qui avait énormément ému. C'était il y a quelques années, c'était un émoi national. Je voudrais qu'on aille sur d'autres sujets. Nous allons parler d'autres violences qui ont eu lieu. Et là, vous allez voir, à la fois, on sera à Béziers dans quelques instants, mais tout d'abord, Marseille. On va rester, si je puis dire, mais aucune comparaison, évidemment, dans le domaine de l'enfance, puisqu'on va voir une école maternelle et des impacts de balles sur une école maternelle en plein cœur de la cité des Lilas, dans la cité phocéenne. Et ce n'est pas la première fois que de tels événements se produisent, mais vous vous en doutez, c'est un ras-le-bol généralisé de la population et à chaque fois qui est rapporté devant nos caméras. Regardez ce sujet de Stéphanie Rouquier. En plein cœur de la cité des Lilas, l'un des plus grands plans stupes de Marseille, l'école maternelle Saint-Jérôme. Lundi dernier, des impacts de balles ont été découverts sur les vitres des salles de classe et dans le bureau de la directrice. La directrice a signalé ensuite les faits, elle a trouvé des cartouches, qui sont des cartouches de chasse, apparemment, sur le sol. Selon une source proche de l'enquête, un jeune du quartier se serait entraîné avec sa nouvelle arme. Ici, ce n'est pas la première fois que de tels événements se produisent. Il y a 1 an et demi, il y avait déjà eu des coups de feu en direction de l'école. Donc malheureusement, ils sont confrontés chaque jour par ces problèmes de sécurité. On a carrément le siège des dealers qui sont collés à l'établissement. Et aujourd'hui, les enfants assistent à tout ce qui se passe, avec des choufs qui hurlent toute la journée dès qu'il y a un passage, des échanges de marchandises. La mairie de secteur et les enseignants demandent une présence policière permanente. Mais en attendant, les cours ont déjà repris. Alors oui, ce sont des événements qui se sont déjà produits, mais il y a quand même quelque chose et à chaque fois, les témoignages disent la même chose. On les connaît. C'est très simple. Ils sont juste à côté de l'école maternelle installée. Leurs marchandises, si on peut appeler ça de la marchandise, sont échangées à ce niveau-là. Madame la députée, le ministre de l'Intérieur avait dit il y a 4000 points de vente de drogue sur un territoire. On les a identifiés. Bon. Donc on les a identifiés, mais je ne dis pas que rien n'est fait, mais enfin c'est frappant là. Non, vous savez quand même que depuis le début du quinquennat, ce sont de vrais sujets dont s'en parle le gouvernement et la majorité. Et c'est vrai qu'il faut faire davantage encore en termes de sécurité. Oui, c'est identifié, mais après il faut une meilleure collaboration entre les forces de l'ordre, la justice, voilà. Et je crois qu'il y a ça aussi. Mais c'est la chaîne pénale. Mais tout à fait. Et puis on entend souvent les forces de l'ordre dépitées parce que la justice n'est pas assez rapide. Ou donc il faut faire attention pour que le droit soit bien respecté, pour pas aller non plus au-delà de certaines prérogatives. Mais en effet, il faut aller mais quand vous dites le droit respecté, vous avez raison. Mais encore faut-il que les peines c'est soient pas que la chaîne appliquées. Pénale, en l'occurrence, parce qu'il y a aussi un problème. C'est toujours les mêmes. Il y a aussi un problème d'une prohibition qu'on ne fait plus du tout respecter, si vous voulez. C'est quand même... Non mais, je ne suis pas du tout, en général, pour qu'on adapte la loi à la réalité, mais là, ça fait des années, des décennies, si vous voulez, qu'on a une fausse loi. Une loi que personne ne respecte, qui mobilise les policiers plutôt que sur les trafics, sur les fumeurs, etc., etc. Et franchement, alors je ne dis pas que ça résout tout le débat, mais vous avez absolument raison sur toutes ces affaires de violence, la chaîne pénale, la non-sanction pénale est évidemment fondamentale, mais quand même, si vous voulez, sur ces histoires de drogue, moi ce que je vois, c'est qu'en fait, j'ai changé d'avis là-dessus parce que je vois que personne ne prend ça, c'est bidon, quoi. C'est un espèce de théâtre. On dit qu'on interdit la consommation de cannabis, mais en fait, on l'interdit pas. Et on est le pays d'Europe, je crois, qui a le plus grand nombre de consommateurs. C'est clair, il faut prendre le mal à la racine, parce que c'est devenu monnaie courante, surtout dans ces types de quartiers. Mais c'est d'où l'intérêt. Il faut prendre encore une fois le mal. C'est-à-dire qu'il était important qu'il y ait plus de forces de l'ordre, plus de moyens, etc. Au gouvernement, à majorité, mais depuis tellement longtemps, c'est dit, ce débat, il y en aura d'autres. Oui, mais là, c'est quand terrible. on prend le temps de... C'est un constat d'échec. Est-ce que c'est un c'est surtout un constat qu'il faut agir rapidement, d'où le beau de la sécurité, d'où le fait de remettre des moyens. Parce que quand vous avez un nombre limité de policiers qui peut aller dans ces cités quand ils n'ont pas les moyens de les arrêter, c'est une question de moyens. Là, ils priorisent aussi leurs actions. Non, ils ne sont pas là. C'est-à-dire quand on prend le temps de discuter avec les fonctionnaires de police dans les quartiers les plus difficiles... Ils sont là les dealers, je ne parlais pas les policiers. Ah, pardon. Quand on prend le temps de parler avec les fonctionnaires de police qui ont affaire à ces bandes et à ce trafic de drogue, puisque c'est ça le mal endémique, ils nous disent deux choses. Ils disent de toute manière, il faudrait ce qu'on a appelé la police nationale de proximité, l'îlotage, mais les moyens à cette police nationale de proximité qui fait que on a des effectifs suffisants, formés,
et qui reste in situ dans ces quartiers, connaissant donc les pratiques, le trafic, etc., il peut y avoir des actions fortes, résolues et des solutions, à condition que la réponse pénale soit rapide et qu'elle ait du sens. Mais quelle réponse pénale? Par exemple, les peines planchées. Par exemple, qui ont été balayées en disant non mais écoutez, elles n'ont même pas été appliquées d'ailleurs, hein, que beaucoup de magistrats ne voulaient pas les appliquer. Les magistrats ont le droit de ne pas appliquer la loi. Oui, mais ça s'est passé comme ça. C'est surtout l'individualisation de la peine, mais bon, on va pas peut-être rentrer. Non, mais ils étaient contre l'individualisation de la peine, mais enfin bon, ça avait été décidé ce qui est très important, on en a déjà parlé, c'est pas tant que les décisions de justice ne soient pas fermes, elles le sont souvent, c'est qu'elles ne sont pas assez rapides. Je vous assure que quand on est sur un certain nombre de dossiers concernant les trafics de drogue, le temps écoulé entre véritablement l'action policière et la réponse de la justice, parfois c'est 2 ans. Quelle peine se sont mis en place, rapide et pas exécuté. Il y a quand même de la comparution immédiate. Moi, ce que je trouve tout à fait dévastateur, c'est que là, ça réactive pour les Français le sentiment d'impuissance du politique à peser sur son quotidien. Et quand fin août dernier, dans notre enquête IFOP fiduciale pour CNews, on avait vu, malgré la Covid qui impose tout, qui s'impose sur nos vies, mais qui n'écrase pas tout, la thématique de la sécurité, bondir de 25 points, se retrouver au même niveau que... 25 points. Qu'en mars 2002, c'était même 26. Mars 2002, c'est quelques semaines avant le 21 avril. Voir que c'était plus clivé entre la gauche et la droite, ça s'était beaucoup atténué. Et dans le discours spontané des Français, c'est vrai, on mettait moins en cause la question des forces de police que la question de l'insuffisante réponse pénale. Il y a aussi un cas marseillais. On a vu dans beaucoup d'enquêtes de l'IFOP à quel point il y a un ras-le-bol de la population marseillaise. Dans une enquête pour la Marseillaise, on avait vu qu'1 jeune sur 3 souhaitait, si c'était possible, pouvoir quitter Marseille. Il y a eu la déflagration de l'affaire d'Aubagne. Il y a des piscines municipales, beaucoup qui sont fermées depuis maintenant des années. Il y a eu l'héritage Gaudin, il y a eu le passage de témoins assez étrange entre l'ancienne maire et Benoît Payan. Il y a tout un contexte qui fait que il y a un écosystème. Ce n'est pas propre à Marseille, ce qu'on vient de voir, mais il y a, je dirais, une acceptabilité, à mon avis, du côté de la population marseillaise qui va être très faible. J'ai envie de vous poser la question, ce débat, on peut l'avoir dans 5 ans, 10 ans, même 15 ans. C'est-à-dire, vraiment, je donne tout son sens au mot sursaut. Quel sursaut? Vous pouvez donner tous les moyens là, ils sont installés, ils sont chez eux en fait, à côté de l'école maternelle. Il faut assumer la répression. Encore une fois, je pense qu'il faut assumer de la répression. Il faut assumer la répression, et même dans la répression, et c'est pour ça qu'on a alloué autant de budget à la justice, c'est qu'il y a aussi une question de moyens, parce que comme vous le disiez, d'idéologie, 2 ans pour avoir une décision de justice, c'est beaucoup trop long. Il y a d'autres réseaux qui se mettent en place. Il y a aussi le fait qu'elles ne sont pas exécutées faute de place de prison. Alors moi je veux bien qu'on alloue. Non mais vous êtes arrivé, enfin pas vous, je veux dire, cette majorité est arrivée au pouvoir, a décidé finalement de ne pas en construire. On n'a toujours pas compris pourquoi. Donc voilà, ça fait quand même la non-exécution des peines est quand même. Je ne sais pas, je crois que notre camarade connaît bien ça à Marseille, mais c'est pas seulement le fait que vous dites c'est long, mais la réponse vous pénale. Bien Marseille, donc vous allez nous répondre non, mais quand même. Il connaît le problème policier, c'est ça que je voulais dire. Il y a la lenteur et puis il y a la non-exécution tout court. On va en parler, non-exécution des peines, parce que c'est un vrai sujet. Peine prononcée, quelle application? Également les moyens, parce qu'évidemment, personne ne dit qu'il n'y a pas un problème de moyens. Et vous allez voir, Béziers, et là, malheureusement, ce sont des images vraiment... Oui, terrible. Restez avec nous, tout de suite, on va en parler avec nos invités. Non, mais c'est surtout le sursaut, la réaction. C'est pas pour montrer des images parce qu'il faut les montrer, c'est une réalité également. Quelle réponse à cela? Tout de suite. Avec ou sans fric? Avec ou sans culotte? Avec ou sans emploi? Avec ou sans accent? Avec ou sans? On s'en fout en fait. Avec Nickel, tout le monde peut l'ouvrir. Un compte, une carte, un RIB, en 5 minutes chez votre buraliste. Tous nos buralistes sur nickel.eu. Vous voyez une différence entre ces deux voitures? Celle de droite a été achetée beaucoup moins cher sur Internet. Et oui, sur aramisauto.com, vous avez jusqu'à moins 30% sur votre voiture neuve. Et on vous la livre à domicile sans supplément. Aramis Auto. Vous faisiez comment pour acheter une voiture avant? Venez à la rencontre d'Histoire d'intérieur. Une équipe, un showroom et un atelier pour une énergie créatrice et un savoir-faire rare. Nous vous accompagnons là où vous porte votre imagination. Confiez à Histoire d'intérieur l'art de raconter votre histoire. Depuis 125 ans, les secouristes français Croix-Blanche sont au service de la population. Nos missions, secourir, former, servir. Les bénévoles secouristes français Croix-Blanche sont engagés dans la lutte contre la Covid. Pour nous rejoindre et nous soutenir, rendez-vous sur croixblanche.org.
Prépa Commercia est classée 3e meilleure prépa HEC de France. Sa mission, l'excellence, grâce à une pédagogie exigeante et rigoureuse. Ses atouts, des professeurs expérimentés et attentifs. Son objectif, la réussite de chaque étudiant. Prépa Commercia, classe préparatoire privée aux grandes écoles de commerce. Aujourd'hui, Claire a un rendez-vous. Mais ce rendez-vous-là, elle ne l'avait pas anticipé. Claire apprend qu'elle doit déposer le bilan, comme 50 000 entrepreneurs chaque année. Et vous, maîtrisez-vous ce risque? Depuis 40 ans, l'association GSC accompagne les entrepreneurs en cas de perte d'activité. Association GSC. Je suis ravie, hein, parce que j'ai des invités en fait ce soir, c'est pour ça. On peut toujours compter sur la nature. Ou sur L52. Un médicament homéopathique aux 10 substances actives utilisé pour lutter contre les symptômes de l'état grippal, fièvre, frissons, courbatures. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Laboratoire Léning. Avec nous des sujets importants, j'allais dire du quotidien. Non, c'est une violence dite du quotidien, mais elle est tellement insoutenable que le mot ne correspond pas à la réalité de ce que vous allez voir. Ça s'est passé à Béziers, une jeune femme de 18 ans qui a été violemment prise à partie par 2 autres jeunes femmes de délinquantes. Coups, insultes, humiliations, vol. La terrible scène a été filmée par un téléphone portable et publiée sur les réseaux sociaux. La victime venait de terminer une journée de stage. Elle s'apprêtait à prendre le bus pour rentrer chez elle. Alors la question se pose, faut-il diffuser ces images? Parce qu'évidemment, si elles sont filmées, il y a une volonté de les diffuser. On va le faire dans quelques instants. Vous savez, il y a également la crise sanitaire, Conseil de défense ce matin et Conseil des ministres. Et nous rejoignons justement le porte-parole Gabriel Attal pour ses premiers propos. Messieurs, bonjour. Un conseil des ministres s'est tenu ce matin à l'issue d'une nouvelle semaine de lutte contre l'épidémie de Covid-19. Vendredi dernier, à l'issue de consultations avec les parlementaires, avec les élus locaux, avec les partenaires sociaux et à l'issue d'un conseil de défense sanitaire, le Premier ministre a annoncé de nouvelles mesures pour freiner l'épidémie. Ce renforcement du couvre-feu a conduit à la fermeture des grands centres commerciaux non alimentaires, à accentuer encore la fermeture de nos frontières, à renforcer les contrôles du respect du couvre-feu et le recours effectif au télétravail. Après avoir observé pendant 2 semaines, comme nous le recommandaient les scientifiques, les effets du couvre-feu, nous constatons toujours une stabilité du nombre de cas positifs. Le président de la République nous l'a rappelé, nous l'a répété, la situation reste évidemment fragile. Le nombre de patients hospitalisés et admis en réanimation est important. Nos soignants sont mis à rude épreuve et l'hôpital, depuis 1 an, a peu connu le creux des vagues. Les variants continuent à se développer dans notre pays et évidemment appellent toute notre attention et notre mobilisation. Ce que nous indiquent ces chiffres et cette situation, ce n'est donc ni une accalmie ni une explosion, c'est qu'il existe un chemin pour tenir ensemble. Ce chemin, c'est celui de la confiance dans la responsabilité des Français. Au premier confinement, au second confinement, lors des fêtes de fin d'année, à chaque occasion depuis le début de cette crise, les Français ont fait mentir les sceptiques, les cyniques, les narquois parfois et ont montré leur détermination à affronter ensemble le virus. Une fois de plus, la situation est entre nos mains. Le confinement n'est pas une fatalité et ce sont nos efforts collectifs qui nous permettront de l'éviter. Ces efforts, ce sont évidemment les gestes barrières que les Français connaissent bien. Chacun en a conscience, la période de vacances qui s'ouvre doit faire l'objet d'une vigilance accrue et renforcée de chacune et de chacun d'entre nous, avec une réduction du nombre de contacts, avec une attention évidemment particulière pour les personnes les plus fragiles, pour les personnes les plus âgées, dans un contexte où il peut y avoir des retrouvailles en famille, et évidemment avec le recours à un test de diagnostic dès lors qu'il y a le moindre doute sur une contamination pour permettre l'isolement le plus rapide et le plus complet possible. Ces efforts, c'est également le recours au télétravail. Ce dernier a reculé depuis le mois de novembre. Or, un recours au télétravail
plus effectif est absolument central dans la mobilisation pour freiner l'épidémie. Les ministres du Travail et de la fonction publique, vous le savez, ont rencontré les partenaires sociaux pour y parvenir en identifiant des leviers efficaces et en identifiant les secteurs devant faire l'objet d'une attention et d'une mobilisation particulière dans cette période. Ces efforts, enfin, ce sont les 3 axes de notre stratégie. Le premier, c'est évidemment tester, alerter, protéger, avec l'augmentation des moyens de l'assurance maladie pour augmenter le nombre d'appels qui sont passés, pour remonter les chaînes de contamination, tracer les contacts et permettre un isolement effectif des personnes qui sont positives ou des personnes qui sont à risque. C'est une augmentation et le déploiement des médiateurs, des infirmières, des infirmiers pour se rendre au domicile des personnes diagnostiquées positives, pour proposer un test antigénique à leur entourage familial, pour les accompagner, les conseiller dans la meilleure manière de s'isoler lorsqu'elles sont positives. C'est également la mobilisation pour les tests. Vous le savez, les tests sont gratuits en France et aujourd'hui, 90% des tests voient leurs résultats rendus en moins de 24 heures. Le deuxième axe, c'est le développement de la campagne vaccinale qui se poursuit. Il s'agit d'un défi scientifique, d'un défi logistique. Notre enjeu, notre mobilisation consiste, vous le savez, à passer le maximum de commandes et à développer au maximum les capacités de production en Europe et en France. Une réunion importante sur ce point s'est tenue hier autour du président de la République qui s'est exprimé hier soir et a rappelé la mobilisation de notre industrie pour produire des vaccins en France et accroître le nombre de vaccins dont nous disposons au niveau européen pour lutter contre cette épidémie. C'est également aussi la mobilisation du système de santé pour permettre les vaccinations partout sur le territoire. Et je veux à nouveau saluer la mobilisation, l'engagement de toutes celles et tous ceux qui permettent aujourd'hui aux vaccinations de se dérouler en France. Vous le savez, au mois de janvier, nous avons vacciné 1 500 000 personnes. C'est 50% de plus que l'objectif qui avait été fixé fin décembre pour le mois de janvier. Et au mois de février, nous vaccinerons au moins 1 million de Français supplémentaires. Et évidemment, ces vaccinations vont se poursuivre à un rythme soutenu. Troisième axe, les traitements. Évidemment, nous avons amélioré la prise en charge de la Covid-19 depuis 1 an, et il est important de le souligner. Nous avons développé très tôt en France l'oxygénothérapie à haut débit en ville, mais aussi en pré- et en post-hospitalisation. Nous avons développé un certain nombre de traitements, notamment la corticothérapie, qui permet de réduire le nombre de formes graves qui vont en réanimation, de réduire la mortalité et qui permet de réduire la durée moyenne de séjour à l'hôpital pour les personnes atteintes de formes graves, qui est passée de 18 jours en moyenne à 12 jours en moyenne. Ces progrès sont importants. Un nouveau chemin de progrès est aujourd'hui ouvert devant nous et justifie une mobilisation absolue de l'État. Ce sont évidemment les traitements prometteurs qui pourraient permettre notamment de réduire le nombre de formes graves pour les personnes à risque quand elles sont diagnostiquées positives et que ces traitements sont administrés très tôt. Il s'agit, vous le savez, des anticorps monoclonaux et des interférons. Et sur ce point également, hier, une réunion s'est tenue autour du président de la République, là aussi pour accroître la mobilisation. Mesdames, Messieurs, si le gouvernement est au front pour lutter contre l'épidémie, nos réformes continuent et notre action se poursuit. Cette semaine, vous le savez, est particulièrement importante s'agissant du front régalien. Le ministre de l'Intérieur a ainsi fait un point ce matin en Conseil des ministres sur les réformes prioritaires de son ministère, au cœur de notre action depuis le début du mandat, puisque nous portons depuis 2017 une ambition absolue pour la sécurité de nos concitoyens. 10 000 policiers et gendarmes sont en train d'être recrutés. Le parc automobile de notre police nationale est renouvelé. Le salaire des policiers est revalorisé. Le confinement n'est pas une fatalité, ni accalmie, ni explosion. Voilà la situation. C'est une sorte de nini. C'est le fameux plateau haut, mais sur lequel finalement il n'est pas possible, et certains vont dire tant mieux, de décider évidemment d'un reconfinement. On sent bien quand même, Frédéric Dabi, peut-être que vous le voyez dans l'évolution également des sondages, que de plus en plus, ce qu'on disait avant, c'est un reconfinement inéluctable. La question là, c'est attention, on évite un reconfinement préventif et on fait tout pour l'éviter, surtout de manière générale. Oui, on est vraiment en parfaite continuité avec les déclarations de Jean Castex de vendredi, le tweet d'Emmanuel Macron qui parle d'heures sombres, qui est sur une mobilisation churchillienne. Et là, oui, alors que les Français avaient intériorisé, on le voyait dans nos enquêtes, IFOP fiduciale pour CNews et Sud Radio, un reconfinement inévitable parce que c'est vu, malgré la moindre efficacité après le premier, avec le deuxième, comme le meilleur moyen
d'éviter la propagation du virus. La surprise du chef que nous avons eue vendredi, qui a permis à Emmanuel Macron de créer un choc psychologique et de reprendre un peu la main, on continue sur cette base-là. Alors, bien sûr, si un reconfinement par malheur a lieu dans quelques jours ou quelques semaines, on pourra dire on a perdu du temps, tout ça pour ça, mais c'est vrai on aura gagné 15 jours. Vous êtes marrant, vous. Je restitue ce que nous disent les Français. Vous avez le droit de penser ça, ma chère Elisabeth. Merci. Mais c'est un peu de dire expression. Mais c'est vrai que là, le gouvernement a réussi à recréer quelque chose et redonner un cap clair. Oui. Maintenant, là où je vois la seule inflexion par rapport au silence de Jean Castex vendredi avec ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, c'est qu'on met le paquet sur la vaccination. Et pour beaucoup de Français, le meilleur moyen de sortir de la crise, de revenir aux jours heureux, si je puis dire, c'est réussir. C'est réussir. Je pense qu'il y a deux réalités. Il y a une première réalité, Macron a pris la même parce que les arbitrages qui sont rendus ne sont pas ceux auxquels le Premier ministre travaillait, avec une scénarisation. Peut-être on peut le dire, c'est pas un secret de polichinelle. Voilà, bon, ce n'était pas l'opinion était préparée à reconfiner. Et après, plateau haut, on dit bon, pas de vague, pas de plateau haut. Mais le plateau haut, aujourd'hui, c'est 500 morts quotidiens. Si on prend hôpitaux, EHPAD et à domicile. Axel Kahn, voilà. Oui, 500 au quotidien si on prend les 3 critères. Avec une idée, quelle est la vitesse de circulation du variant anglais? Et c'est le seul critère, d'après moi, ne pas mettre le pays dans une situation où les entrées à l'hôpital ou l'attention hospitalière, les nombres d'hospitalisation hier n'est pas bon, où on pourrait aller sur le scénario catastrophe. Le scénario catastrophe, c'est que ne pas aller vers un hôpital en embolie. Il n'y a pas que ça. Attendez, non, ce que dit en off Emmanuel Macron et l'entourage, la seule chose où véritablement, là, ça sera confiné et en urgence, c'est si on voit que l'hôpital ne peut pas tenir et qu'on est dans une situation où il pourrait avoir le tri aux réanimations, ce qu'on ne veut absolument pas. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Au premier, il y a eu un confinement où ça a été préventif. Emmanuel Macron s'est projeté, c'est pas passé. Il veut plus. On nous en a menacé, mais je termine. Ce qu'on sent bien, c'est que le seul critère aujourd'hui qui pourrait amener à un reconfinement, dont Emmanuel Macron ne veut pas pour différentes raisons qu'on peut d'ailleurs partager sur le plan éducatif, social, moral, psychologique, économique, c'est les capacités de réanimation. Et je pense qu'on va vivre comme ça. Je pense qu'on va vivre comme ça, si ça peut tenir comme ça. Mais je voudrais dire avant que Madame parle, parce qu'elle va réagir. Non, c'est juste que moi je ne comprends pas. On en a déjà parlé. Je ne comprends pas. On a le Premier ministre le vendredi, on a le président le lundi, on a le porte-parole le mardi. Moi, je crois qu'il parle trop. Mercredi. Et je pense qu'on aurait un point presse par semaine pour nous donner la situation. Oui, non mais attendez. Mais ça te permet de commenter. Le président, justement, j'en ai marre de commenter ça. Bien réagir déjà. Je ne sais pas si c'est pour ça que je me suis permis de le dire avant. J'ai entendu sur ces plateaux et vous étiez là où on me dit il faudrait des points presse par semaine ou des points, des retours tous les jours. J'ai tout eu, donc ça ne va jamais. C'est vrai que moi, je crois que c'est bien que chaque personne intervienne et elle représente quand même nos pouvoirs et c'est important qu'elle donne un peu le ressenti. Bon, le président de la République en sa qualité, le Premier ministre avec le ministre de la Santé, etc. Mais je voulais rebondir sur le confinement. Attendez, juste sur ce point, Madame Gomez, vous avez raison. Sauf que là, la différence qu'il y a entre cette dernière prise de parole, c'est que là, il y a une ligne, la même doctrine qui est d'éviter le reconfinement. La semaine dernière, ce n'était pas le cas, entre un porte-parole qui affirmait c'est vrai que c'est un éventail de scénarios entre un confinement très serré et d'autres choses. Donc là, on peut dire qu'il y a peut-être une clarification d'une doctrine et d'un pari assumé du président. Vous avez des interventions qui sont similaires, sur des objectifs similaires. Pourquoi pas un reconfinement tout de suite? Eh bien parce qu'en effet, la seule solution sera la vaccination. Donc autant essayer de reculer au maximum le confinement. Je ne suis pas en train de dire qu'il va y en avoir un, mais il faut quand même préparer les Français. Il reste possible à tout moment. Ils sont prêts, hein. Ils ont même parce qu'on est face à l'imprévisible. Alors, on est face à quelque chose d'imprévisible. La propagation, on ne sait pas à quelle vitesse elle va se faire. Donc, c'est vrai qu'il y a un doute, un manque de visibilité. Je peux comprendre que ça peut angoisser, mais on est face à quelque chose d'inconnu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le pari. C'est-à-dire que, vous avez raison, il y a les chiffres que le président, en tous les cas au sein du Conseil de défense, suivent. Et il y a aujourd'hui une doctrine qui est de dire, écoutez, vous me dites qu'il va y avoir cette projection? Non, j'attends. Et puis j'attends. Oui. Alors elle peut arriver, comme elle peut ne pas arriver. Vous vous souvenez que cette projection, c'était au deuxième confinement, n'est pas arrivé. Et le président, et là c'est des off, mais est-ce que vous les confirmez, je ne sais pas, avait dit, écoutez, moi je ne peux pas gouverner sur des projections. Avec un tel pays dans un état de nerfs, avec des tels dégâts psychologiques, etc. Je gouverne au jour le jour sur des chiffres que vous me donnez
aujourd'hui. Et pas sur des projections que vous modélisez, vous scientifiques. Je voudrais juste aussi sur les lits de réanimation. Donc c'est vrai que c'est important, c'est vraiment scruté de près pour être sûr que les hôpitaux ne soient pas débordés. Mais il y a aussi une volonté qui est que les personnes n'aillent pas dans les lits de réanimation parce qu'on sait tout ce que ça entraîne derrière. Et autre chose, c'est aussi voir dans les hôpitaux qu'il n'y ait pas trop de déprogrammation parce qu'il y a les autres pathologies à soigner également. Alors, donc c'est tout ça qu'il faut voir. Ce n'est pas uniquement le nombre de lits de réanimation, etc. Mais en tout cas, en 15 jours, on a eu un changement de doctrine parce qu'on ne va pas refaire le match, mais de lundi dernier, pendant toute la semaine, un peu, mais allez-y. Pendant toute la semaine, il y avait quand même le récit qui était fait par l'exécutif d'un pays qui allait au confinement. On a passé les débats à réfléchir quel serait ce troisième confinement. C'était quand même relayé par la sphère médiatique qui s'est plus focalisée sur le premier scénario et scientifique pour beaucoup. Et d'une certaine manière, la surprise Macron, y compris sur la... a fait qu'il a quand même repris la main. Vous dites surprise, mais je voudrais vous soumettre quelque chose. Il n'y a peut-être pas un reconfinement, mais il y a des mesures extrêmement strictes. Ne l'oublions pas. Oui. Il y a des mesures... Oui, d'accord. Mais on a l'impression, on se dit, c'est un soulagement. Moi, je ne sais pas. Attention, il y a toutes nos entreprises, restaurants, etc., fermés administrativement depuis des mois. Il y a maintenant les frontières. Il y a quand même ce couvre-feu qui est maintenu. Nous avons évité un reconfinement. On dirait qu'il y a un soulagement, mais nous sommes sous un régime, entre guillemets, de mesures extrêmement contraignantes et mises en place. Mais vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que l'acceptabilité d'un reconfinement est nettement moins forte, parce qu'il y a le contexte d'épuisement, de ras-le-bol qu'on voit dans toutes les catégories. On parle beaucoup de la jeunesse, mais c'est partagé absolument partout. Il y a un doute sur l'efficacité du confinement. Le premier confinement, les Français y sont allés presque de bon cœur. C'était un sacrifice collectif, une aventure. Il y a un doute dans l'opinion publique. Bien sûr. Parce que vous savez que si vous évoquiez ce doute-là par rapport à certains scientifiques, ils disaient, oh là là, attention, comment... Le doute, c'est sur ce qui se passe après, que le confinement, si vous voulez, soit une suspension. Mais on a bien vu que quand on sortait, ça restait. C'est-à-dire un cycle infernal de aujourd'hui, c'est un Français sur deux, alors que c'était 90% au premier, 60% au premier confinement. Et avec une acceptabilité plus forte des jeunes que des seniors. Oui. Maintenant, aujourd'hui. Mais attendez, tout cela, tout ce contrat collectif ne tient que si les promesses, et elles sont dites, parce que d'Emmanuel Macron, c'est lui quand même, sont tenus sur les vaccins. Imaginez qu'il y ait un coup de canif, encore un, sur ce qu'il a dit. Est-ce qu'on peut l'écouter, justement? Est-ce qu'il est prêt, cet extrait d'Emmanuel Macron, sur la promesse tous vaccinés, ceux qui le souhaitent? Et il ne faut pas couper la phrase, ce qu'il dit si. On me dit que on va retourner voir Monsieur Attal. Allons-y. Très probablement dominant dans les prochaines semaines selon ces mêmes scientifiques. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque de confiner trop tard au risque de confiner plus longtemps? Merci. Sur la question des variants, il y a une mobilisation totale. Si je devais la résumer, je dirais que la mobilisation, c'est d'abord de limiter l'arrivée de personnes atteintes par un variant sur le sol français, d'où la mobilisation supplémentaire sur les frontières qui a été rehaussée vendredi dernier avec la mise en place de motifs impérieux pour venir en France, c'est-à-dire une limitation quasiment totale des motifs pour se rendre sur notre territoire, qui fait suite, je le rappelle, à d'autres mesures qui avaient été mises en place depuis plusieurs mois, et notamment l'obligation d'avoir un test PCR négatif pour embarquer vers la France. Ensuite, il y a la question des variants sur notre sol. Et d'abord, la possibilité d'avoir une vision sur la situation. D'où l'augmentation des capacités de séquençage pour être capable de mesurer, de déterminer, d'identifier les cas de variants qui se présentent et qui sont aujourd'hui sur notre sol. La deuxième chose, c'est de freiner le développement de ces variants. D'où les mesures qui ont été mises en place très tôt, et notamment le couvre-feu qui a été avancé à 18h, d'où le renforcement des mesures qui a été annoncé vendredi pour limiter le brassage, avec la fermeture des grands centres commerciaux, avec le recours accru au télétravail, qui vise là aussi à freiner. Ce qu'a indiqué le ministre des Solidarités et de la Santé, c'est qu'on constate une augmentation importante des variants sur notre territoire, qui est estimée de l'ordre d'une augmentation de 50% chaque semaine. Quand on la compare avec l'augmentation constatée dans des pays qui n'ont pas mis en place des mesures de freinage aussi importantes que celles que nous avons mises en place, on voit qu'elle est moins importante qu'ailleurs, puisque dans certains pays, je crois que l'exemple qui était cité dans l'intervention du ministre ce dimanche était le Portugal, on peut constater une augmentation de 70 à 90% du variant sur leur sol. Et puis il y a
une fois qu'un cas diagnostiqué positif de variant est identifié sur notre sol, toute la mobilisation pour lui permettre de s'isoler et de remonter la chaîne des contacts. Il y a un renforcement des équipes de l'assurance maladie, des agences régionales de santé, pour faire ce travail-là. Dans toutes les agences régionales de santé, à l'assurance maladie, vous avez des cellules qui sont dédiées à la lutte contre le variant, à l'identification des patients atteints d'un variant et à la capacité à remonter les chaînes de contamination pour isoler les personnes qui peuvent être à risque. C'est toute cette mobilisation-là qui est menée et qui a pour objectif de freiner la diffusion de ce variant. Pour répondre à votre seconde question, je crois que nous avons collectivement eu l'occasion de rappeler que nous prendrons toujours les mesures qui sont nécessaires pour protéger la santé des Français et pour protéger notre hôpital. Je disais tout à l'heure, les soignants sont mis à rude épreuve. Il faut toujours rappeler cette mobilisation, souligner cette mobilisation qui est celle de nos soignants aujourd'hui dans nos hôpitaux. Et nous prendrons toujours les mesures nécessaires au moment où c'est nécessaire pour protéger notre hôpital et la santé des Français. Bonjour, Agathe Lambray pour BFM TV. On voit qu'on est sur un plateau haut, mais que les chiffres augmentent légèrement. Si jamais cela augmentait de façon plus inquiétante, est-ce que vous seriez prêt à reconfiner, par exemple, en pleine vacances scolaires? Et ensuite, une autre question. Le président hier a annoncé que 4 sites produiraient des vaccins en France à partir de fin février, début mars. Est-ce que vous pourriez nous préciser si ce sera du flaconnage ou alors du transfert de technologie? Que feront ces sites exactement? Merci. Alors, sur le premier point, je le disais à l'instant, nous suivons la situation jour après jour, même heure après heure. Ce qu'on constate depuis une semaine, c'est ce que vous avez rappelé, un plateau haut, très légèrement ascendant, en réalité stable, puisque depuis une semaine, l'incidence a augmenté de 1,5%, là où dans les semaines précédentes, on avait vu une augmentation qui pouvait aller de 10 à 15%. Donc on voit cette stabilisation, mais évidemment, il faut rester extrêmement prudent, extrêmement attentif. La deuxième chose que je veux dire, c'est que nous sommes aujourd'hui engagés dans une mobilisation qui est une mobilisation nationale pour éviter un reconfinement. J'ai dit à l'instant qu'on prendrait toujours les mesures nécessaires quand elles sont nécessaires pour protéger notre système de santé, pour protéger l'hôpital et pour protéger la santé des Français. Mais vous le savez, le confinement pour nous est une mesure d'ultime recours quand nous avons tout essayé. Et ce que nous portons aujourd'hui collectivement, c'est une mobilisation nationale supplémentaire pour tenir ensemble face à l'épidémie et pour faire reculer l'épidémie. Et ça, c'est entre nos mains à tous, je le disais à l'instant, avec les gestes barrières, avec le recours au télétravail et avec les politiques qui est menée par le gouvernement, notamment sur le tester, alerter, protéger. Et c'est cet état d'esprit qui doit aujourd'hui nous animer, qui va nous animer pendant les vacances. Évidemment, il y a, je crois, un tiers des Français qui sont couverts par la zone dont les vacances débutent ce vendredi. Moi, je le dis, j'entends parfaitement les questions qui sont posées. J'entends parfaitement que des Français se demandent comment les vacances vont se dérouler, si des mesures devaient être prises, ce que cela impliquerait. Ce que je dirais, encore une fois, c'est qu'il nous appartient à chacune et à chacun de maintenir les efforts qui ont été engagés. Je disais tout à l'heure, les Français ont désormais l'habitude des vacances sous Covid. Ils l'ont vécu à la Toussaint, ils l'ont vécu aux vacances de Noël. Et ce qu'on a vu notamment aux vacances de Noël, c'est une mobilisation exceptionnelle, héroïque des Français. Tout le monde nous annonçait, sur les plateaux télé notamment, une explosion de l'épidémie à la rentrée au mois de janvier à cause des fêtes de fin d'année et des vacances de Noël. Elle n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu une mobilisation. Et c'est donc qu'une mobilisation et des efforts dans les semaines qui viennent est possible. La deuxième chose que je dirais, c'est que à chaque fois qu'on a pris des mesures, évidemment, nous avons toujours tenu compte avec pragmatisme de la situation très concrète des Français et de la possibilité pour eux de se déplacer et retrouver leur domicile si c'était nécessaire. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'on avance, mais ne nous mettons pas immédiatement dans un objectif de prendre des mesures d'ultime recours, alors même que ce que nous avons engagé depuis la semaine dernière, c'est une nouvelle étape dans la mobilisation collective qui peut porter ses fruits. Et sur les sites de production, donc le président de la République a hier réuni des laboratoires, soit des laboratoires qui produisent déjà des vaccins, soit des laboratoires qui peuvent être mobilisés pour produire des vaccins.
Il a annoncé notamment que 4 sites allaient démarrer la production de vaccins dans les prochaines semaines et les prochains mois. Il s'agit d'Elpharm, Recipharm, Fareva et Sanofi. Pour ce qui est des vaccins qui sont développés par d'autres laboratoires et qui vont être produits sur notre sol, il s'agit du flaconnage, qui est la manière la plus rapide aujourd'hui d'avoir cette production et qui est la mobilisation nécessaire pour les laboratoires pour augmenter les capacités de production. Ça implique un transfert de technologie. C'est pour ça que c'est une mobilisation qui a été initiée avec les laboratoires depuis plusieurs mois. Dès l'été dernier, on a financé, le gouvernement, l'État a financé des industriels pour leur permettre de développer des chaînes de production pour produire du vaccin. Et cette mobilisation, elle permet d'aboutir, c'est ce qui a eu lieu hier avec le président de la République, à cette mobilisation pour produire les vaccins. Mais vous savez qu'il y a des laboratoires qui, par ailleurs, sont dans une phase d'essai, de derniers essais, pour développer leur propre vaccin et le produire intégralement en France sur notre territoire. C'est notamment le cas de Sanofi. Yannick Fall, France Info, vous parliez des vacances. Vous avez dit la semaine dernière qu'elles pourraient être éventuellement, c'était une hypothèse, allongée d'un côté ou de l'autre. Les vacances débutent ce samedi pour la zone A. Est-ce que l'hypothèse est toujours d'actualité en fonction de l'évolution de la situation ? Je redis que tout est toujours sur la table par principe. Vous savez qu'on suit la situation en continu et que, évidemment, on prendra toujours les mesures qui sont nécessaires. Mais qu'à ce stade, il n'y a pas de mesure supplémentaire qui est prévue. Tout est sur la table, mais encore une fois, l'actualité aujourd'hui, c'est de poursuivre et d'amplifier la mobilisation qui a été annoncée. S'agissant du gouvernement, de l'État, évidemment, avec notre stratégie tester, alerter, protéger, la vaccination, les traitements, et s'agissant de chacune et chacun d'entre nous, les gestes barrières, le recours au télétravail. Donc le calendrier scolaire n'est pas figé à ce stade ? Ce que je dis, c'est qu'à ce stade, il n'y a pas de mesure supplémentaire qui a été actée, mais que tout est sur la table par principe, toujours, depuis le début de cette crise. Merci. Bonjour, Julien Lécuyer, La Voix du Nord. 2 questions. Une qui a trait à la stratégie de vaccination. Vous aviez parlé du fait d'adapter la livraison des doses en fonction à la fois de la proportion de personnes âgées et de la circulation de l'épidémie. Il s'avère qu'à l'heure actuelle, certaines régions ne reçoivent pas finalement le nombre de doses auxquelles elles pourraient prétendre. J'en veux pour preuve dans les Hauts-de-France que nous avons reçu 129 500 doses en janvier, soit une dose pour 46 habitants, alors que la Normandie, pour ne citer qu'elle, par exemple, a droit à une dose pour 33 habitants. Ce déficit, on le retrouve aussi dans d'autres régions, l'Île-de-France, le Grand Est, qui sont en déficit de doses, alors que la circulation épidémique est pourtant plus élevée que dans d'autres. Comment vous expliquez ce déficit et comment vous comptez le résoudre ? Et désolé, j'ai une autre question qui a trait à un autre sujet largement. Nous avons une dame, Pascale Descamps, qui a entamé une grève de la faim pour réclamer auprès du gouvernement le retour de sa fille, toujours emprisonnée dans un camp au nord-est syrien, avec ses 4 enfants. Le fait est qu'elle est à l'heure actuelle dans un état de santé, elle souffre d'un cancer très avancé. Que comptez-vous lui répondre ? Merci. Sur le premier point, le cœur de la mobilisation, c'est d'obtenir davantage de doses. Que les engagements qui ont été pris par les laboratoires soient tenus. Il peut y avoir des problèmes de production, notamment quand un vaccin est découvert et arrive aussi vite. Mais le cœur de la mobilisation, c'est celui-là. Nous avons fait énormément de commandes au niveau européen. Elles arrivent progressivement et tout est fait pour qu'elles puissent arriver le plus rapidement possible sur notre territoire. Et c'est ça aujourd'hui qui nous empêche de faire davantage de vaccinations comme tous les pays européens et même tous les pays dans le monde. C'est la question de la production dont nous disposons de vaccins. C'est le premier point. Ensuite, il y a la question de l'organisation sur notre territoire. Est-ce que le démarrage a été un long fleuve tranquille ? Évidemment non. Est-ce qu'il y a des éléments qui ont dû être corrigés ? Évidemment oui. Mais moi je vais insister sur la mobilisation absolue qui est celle de l'ensemble de notre système de santé. Il y a, je crois, autour de 2 millions de rendez-vous qui ont été pris pour la vaccination au mois de janvier. Il y a eu 50 000 rendez-vous qui ont dû être reportés. C'est trop, c'est évidemment trop. Mais c'est à mettre au regard de ceux qui ont pu être tenus et croyez bien que nous faisons
tout pour que ces rendez-vous puissent être tenus en lien avec les élus locaux. Ensuite, il y a la question que vous évoquez de la répartition des doses entre les régions. Je n'ai pas en tête les chiffres exacts entre les Hauts-de-France et d'autres régions, vous les avez évoqués. J'ai en tête un déplacement que j'ai effectué. Vous étiez présent avec moi, d'ailleurs, je crois, pour la Voix du Nord à Amiens, il y a 2 semaines, je crois, où je me suis rendu donc, dans la Somme et où j'ai notamment été interpellé sur le fait qu'il y avait une circulation virale plus importante dans la baie de Somme et qu'il y avait une demande notamment faite par les élus locaux, la préfecture, d'avoir une dotation supplémentaire de vaccins pour répondre à cette situation. Et je sais, puisque j'ai vérifié ce point, que la semaine dernière, il y a eu une livraison de vaccins supplémentaires, je crois 5000 doses, précisément pour ce territoire, suite à la demande qui a été faite des vaccins du laboratoire Moderna, dont vous savez que nous l'utilisons pour ajuster la livraison des doses selon les territoires pour répondre à ces situations-là. Donc cette mobilisation, elle est là, elle existe. Le cœur aujourd'hui de la difficulté auquel nous faisons face collectivement, c'est le fait de ne pas avoir suffisamment de doses pour vacciner tous les Français que nous souhaiterions pouvoir vacciner et tous les Français qui souhaiteraient pouvoir se faire vacciner. C'est une situation à laquelle le monde entier est confronté et il y a une mobilisation au niveau européen pour y répondre. Et croyez bien que dans les prochaines semaines et les prochains mois, évidemment, nous allons progresser sur ce point à mesure que les livraisons arriveront. Et pardon, la seconde question qui est... 13h59 sur CNews.